sur le format d'une table ronde, un peu comme ce matin. Et la table ronde va porter vraiment sur le côté intervention vis-à-vis de l'information. Donc, alors, le titre initial, s'il vous plaît, de la table ronde, c'était éduquer à la recherche d'informations. En fait, on va plutôt traiter d'éduquer à l'information d'une manière générale. Vous le comprendrez parce qu'on a des profils très variés parmi nos intervenants, mais très complémentaires. C'était bien le but de cette table ronde. Alors, sans tarder, je vais présenter d'abord nos intervenants. Je les remercie vraiment d'avoir été avec nous. Vous allez voir que ça va être riche. Et puis ensuite, je vais expliquer un peu le format de la table ronde avant, bien sûr, de laisser la parole à nos intervenants. Alors, on a ici Benoît Petit. Benoît est conseiller pédagogique au sein du RÉCI. Le RÉCI, c'est le réseau Éducation, Collaboration, Innovation, Technologie. Collaboration et créativité sont ses principaux moteurs d'innovation pédagogique et le numérique est toujours mis au service de l'apprenant dans ses interventions. Il propose une réflexion éthique sur les usages à l'ère du numérique autour de thèmes comme la citoyenneté, les médias sociaux, la mobilité, la vie privée, les droits d'auteur, les ressources éducatives libres et le leadership. Alors, on a Benoît Petit, on a Thierry Plante à côté. Thierry Plante est spécialiste en éducation aux médias chez Abulomédia, qui est le Centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique que vous connaissez sans doute, dès lors que vous travaillez avec les jeunes. Où il fait des recherches et crée des ressources. Thierry a fait sa maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa sur l'expérience de la présence dans des environnements virtuels. On a ensuite Nadia Drouin. José Nadia est biologiste de formation. Elle s'est intéressée tardivement au journalisme scientifique, mais depuis, et malgré quelques embûches comme la crise de confiance envers les médias et la précarité du journalisme scientifique, elle en est convaincue. Son métier, ses interventions s'avèrent l'une des plus pertinentes quand il s'agit de départager le vrai du faux dans le flot d'informations qui parvient jusqu'à nous en tant que public. Donc, José Nadia est directrice de l'agence Science Presse et cofondatrice du détecteur de rumeurs. Et puis enfin, une personne qu'on a déjà vue mais que je représente avec un chapeau différent, c'est Anne-Sophie Letelier. Anne-Sophie est toujours doctorante en communication à l'UQAM depuis hier. Ça a changé. Elle est encore, pardon, mais elle est aussi co-directrice des communications chez Crypto Québec et c'est principalement avec ce chapeau-là qu'elle va nous parler aujourd'hui. Donc on a des intervenants qui sont dans le milieu éducatif, para-éducatif et puis dans le milieu social plus généralement, disons, et qui vont nous parler d'éduquer à l'information, ça veut dire quoi en termes d'intervention auprès de leur public. On a 4 questions qui sont les mêmes pour tous nos participants. À chaque fois, je vais poser la question. Nos participants auront environ 3 minutes, plus ou moins, pour y répondre. Et puis ensuite, discussion avec l'audience, comme on l'a fait depuis le début, où on va pouvoir réfléchir ensemble sur la suite. Est-ce que ça vous convient? C'est bon? Alors, première question, avec cet ordre de passation, on est content parce qu'on a une table paritaire. Par contre, on va commencer par Benoît, puis Thierry, puis José Nadia et Anne-Sophie. Alors, la première question, c'est d'abord est la suivante. OK, c'est toi qui le gères? Parfait. D'où parlez-vous? Donc, finalement, quel est votre organisme? Quel est le mandat, les objectifs de votre organisme? À quel public s'adresse-t-il? Alors, on écoute Benoît. Et oui, comme l'a dit Simon tout à l'heure, bonjour, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Je travaille au sein du RÉCI, peut-être que vous ne connaissez pas, vous irez voir. Le diaporama, vous avez peut-être vu le lien au début, il est cliquable, donc plusieurs liens cliquables à l'intérieur. Donc si vous ne l'avez pas chargé, je vous suggère d'aller le charger. Le lien, c'est là, donc vous avez l'adresse en bas, tout en bas, vous voyez l'adresse. Donc monurl.ca/ERI 18. Notez ça, c'est la chose que vous avez besoin de noter et vous pourrez y revenir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je travaille au sein du RÉCI. Le RÉCI, c'est un réseau de personnes. On est plus d'une centaine. La plupart des conseillers pédagogiques qui travaillent partout à travers le Québec dans les commissions scolaires. Donc, on soutient les enseignants, on les forme, on les accompagne, on fait du développement, de la recherche avec eux pour favoriser que l'utilisation du numérique en classe aide à l'apprentissage, donc permettre que ça fasse une différence pour l'apprentissage des élèves, notamment nos élèves en difficulté, mais pas seulement, tout le monde aussi. Dans ce cadre-là, il y a le réseau du RÉCI a aussi ce qu'on appelle des services nationaux qui soutiennent l'ensemble du réseau scolaire. Donc, dans chaque commission scolaire, il y a quelqu'un qui s'occupe d'accompagner les enseignants, mais il y a aussi des services nationaux. Ma commission scolaire à Saint-Hyacinthe, on est mandaté dans le domaine du développement de la personne, c'est-à-dire éducation physique et à la santé et éthique et culture religieuse. Un esprit sain dans un corps sain, donc tout à fait normal. C'est deux. Donc, moi, je travaille plus en éthique. Et depuis janvier, j'ai été mandaté par le ministère pour recenser, identifier les ressources qui existent
et aussi proposer des pistes d'action dans le cadre du plan numérique qui a été annoncé récemment concernant la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui, principalement de ça. Thierry? Bien oui, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors, Thierry Plante, spécialiste en éducation chez Abilo Média. Bien, Abilo Média, c'est un organisme national canadien à but non lucratif. Notre but, évidemment, c'est d'enseigner la littératie numérique puis l'éducation aux médias. En bout de ligne, on veut que les enfants développent une pensée critique par rapport aux médias qu'ils consomment. Au début, Abilo Média était connu sous le nom du réseau Éducation Média. On est issu du CRTC, d'une initiative du CRTC dans les années 90. C'était une initiative sur la violence à la télévision. Évidemment, au fil des ans, les parents se sont intéressés à beaucoup plus de questions que la violence dans les médias. Puis, au fur et à mesure que les jeunes se sont retrouvés sur Internet, on les a suivis. Puis, on a créé des ressources et de la recherche par rapport à ça. D'ailleurs, une des grandes choses qu'Abilo Média fait, c'est de la recherche. Puis, notre plus grande s'appelle « Jeunes Canadiens dans un monde branché ». C'est une recherche qu'on a commencée en 2000. C'est longitudinal, où à chaque coup, on sonde plus de 5000 jeunes partout au Canada. On fait des groupes de discussion avec des enseignants, avec des parents, pour aller chercher le vécu des enseignants, des parents, des jeunes par rapport à Internet, pour ensuite produire évidemment des rapports de recherche, mais beaucoup de ressources aussi. On fait aussi beaucoup de ressources et de recherche en collaboration avec d'autres organismes. Puis, finalement, tout ça dans le but de fournir aux jeunes toutes les compétences dont ils ont besoin pour devenir finalement des cyber-citoyens actifs et éclairés. Merci beaucoup. Donc, José Nadia. Oui. Alors, moi, je suis ici pour vous présenter l'agence Science Presse. Bien que ça fasse 40 ans que l'agence existe, elle reste encore peu connue du grand public, là, assez peu connue, parce que nos clients, ben, ce sont les médias. C'est une agence de presse, donc on alimente les médias en nouvelles scientifiques. Puis, ça n'empêche, vous nous avez probablement déjà lu, peut-être que vous n'avez pas noté notre signature au bas de l'article, mais on est fréquemment là, publié là, dans le journal Métro, Le Devoir, La Presse, Le Soleil, d'autres médias aussi, le Huffington Post. On est même publié dans des hebdos francophones canadiens. On est publié à Vancouver, à Toronto, à Yellowknife. Ça vous dit la portée de nos nouvelles. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui connaissent les débrouillards parmi vous? Je me disais bien, hein, ce mouvement a suscité certainement des carrières en sciences. C'est l'agence Science Presse qui a fondé les Débrouillards avec son premier directeur général, qui était Félix Maltais. Maintenant, c'est devenu une entité en soi, mais on y est toujours associé, puis on en est toujours bien fiers, évidemment. Tous les articles qu'on produit se retrouvent sur notre site Web, sont donc accessibles à tous. Vous pouvez y aller les consulter. Nos lecteurs sont à majorité aussi des adultes qui sont passionnés des sciences, mais avec la ligne éditoriale qu'on se permet d'avoir, ben, on aime aussi penser là, qu'on rallie là, des néophytes en sciences. J'occupe le siège du journaliste scientifique parce que juste avant moi, il y avait Jean-Marc Fleury qui était ici tout à l'heure dans la table ronde précédente. Alors, j'ai ici, je vous ai préparé une petite diapo sur qu'est-ce qu'un journaliste scientifique. Je vais passer rapidement. On en a entendu parler juste avant, tout à l'heure. Alors, le journaliste scientifique, évidemment, il couvre la science comme le journaliste politique couvre la politique, le journaliste économique couvre l'économie. Ensuite, c'est pas un scientifique, c'est un journaliste. Il est soumis à un code de déontologie qui prévoit que son travail soit fait avec objectivité, avec indépendance, avec esprit critique. C'est important de souligner aussi qu'il est indépendant de ses sources. Jean-Hugues, tout à l'heure, en a parlé. La rigueur, la transparence, hein, ça veut dire qu'il n'est pas à la solde d'une université ou d'une compagnie pharmaceutique. Il n'est pas là pour passer un message. Le journaliste, le journaliste scientifique, comme tous les autres journalistes, est amené à contextualiser son sujet, à chercher les bémols, puis à vérifier les faits qu'il avance dans son texte.
Puis en fait, c'est la vérification des faits là, qui fait partie intégrante de l'ADN du journaliste. Puis la particularité maintenant, puis on en a parlé plus tôt avec Jeff Yates, c'est qu'on voit émerger des sites, des médias de vérification des faits où les journalistes s'affairent à vérifier des affirmations là, de politiciens, des nouvelles virales, comme fait ce que fait Jeff, ou comme à l'agence, nous, on vérifie des rumeurs, des idées reçues à connotation scientifique. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi l'agence Science Presse fait maintenant dans l'éducation à l'information. Bien, c'est que depuis une dizaine d'années, on s'est intéressé au phénomène de désinformation dont on a entendu parler tout à l'heure avec les vaccins et tout. Là. On pointe les dérapages. On remet aussi les pendules à l'heure avec les articles qui sont ici derrière moi, ou même en fournissant des outils là, à nos lecteurs pour qu'ils se fassent eux-mêmes, là, pour qu'ils puissent davantage décoder là, l'actualité scientifique. C'est ce qui nous a amené, je vais terminer ma présentation là, pour cette partie-là avec cette diapo-là, c'est ce qui nous a amené il y a 3 ans à nous intéresser au mouvement de vérification des faits. Notre idée en 2015, là, c'était de lancer une première rubrique de vérification des faits en sciences en français. Mais déjà à l'époque, on se rendait bien compte que ce n'est pas en déboulonnant une manchette, une rumeur, une idée reçue à coup de vrai et de faux qu'on allait nécessairement aider au développement de l'esprit critique de nos lecteurs. Hein. Alors, l'idée est donc de les outiller là, pour qu'ils puissent eux-mêmes se prêter au jeu de la vérification. Nos articles sont faits en conséquence que la journaliste ou le journaliste va expliquer la démarche de vérification pour que les gens puissent la reproduire. Puis c'est donc comme ça qu'est né le détecteur de rumeurs en 2016. Le projet est soutenu par les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Maintenant, le projet est bien en place. Ça fait 1 an et demi que ça roule. On produit 2 articles de vérification par semaine environ. Alors, on commence à développer avec ardeur le volet d'éducation à l'information. Puis dans le cadre de ce volet-là, bien, nos activités, contrairement à notre site de vérification, à notre plateforme de vérification des faits, nos activités s'adressent plus particulièrement aux jeunes. Mais à la demande, on va aussi là, adapter notre matériel pour d'autres publics. Oui, bonjour. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir vous parler dans le fond, mon équipe à Crypto-Québec. Donc, Crypto-Québec, en fait, on est un nouvel organisme. On est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2015. Donc, on vient quasiment tout juste de fêter nos 3 ans. Pour ma part, ça fait 1 an et demi que je suis avec eux. On est une équipe de bénévoles. Donc, notre travail est un peu, il est très dynamique, mais parfois inégal également, donc tout dépendant de nos disponibilités. On travaille énormément, puis notre mission principale, c'est globalement la promotion du chiffrement et de la cryptographie comme une des manières minimalement de pouvoir avancer les libertés et droits collectifs et individuels. Concrètement, ça fait quoi? Ça fait qu'on se donne comme mission, du moins le 3/4 du temps, de fournir de l'information factuelle. Puis quand je dis le 3/4 du temps, c'est pas que l'autre quart, on dit des fausses informations. C'est qu'on fait aussi autre chose. On fournit de l'information factuelle qui est liée au hacking, à la sécurité de l'information, à la protection de la vie privée des utilisateurs, à la géopolitique, au renseignement. C'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur au cours particulièrement de la dernière année. Et puis, c'est quelque chose qu'on a remarqué que c'est très facile, pas de désinformer, mais ce sont des sujets souvent qui sont très complexes techniquement, politiquement, qui méritent d'être contextualisés. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'organismes et de personnes qui étaient en mesure de faire ça au Québec. Donc, nous, on a essayé un peu d'occuper ce vide-là, toujours dans l'optique de rendre ça compréhensible pour le citoyen. En ce moment, ce qu'on fait, donc on s'intéresse principalement à 4 thématiques on essaye d'organiser un peu nos activités. Donc, on s'occupe beaucoup de la défense des groupes marginalisés. Donc, que ce soit des militants,
des personnes qui font partie des mouvements sociaux. On travaille beaucoup dans des centres d'intervention pour des femmes victimes de violences conjugales. On parle beaucoup, on essaie de développer aussi un aspect sécurité de l'information dans la fonction publique. Donc, comment protéger les données personnelles des usagers, par exemple, dans le milieu de la santé. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant éventuellement. Évidemment, tout ce qui est chiffrement, géopolitique, sécurité nationale, quand il y a des discours qui vont justement essayer de dire « Ah, on aimerait ça, mettre une petite faille dans des protocoles de chiffrement de manière à ce que s'il y a une attaque terroriste, on soit capable d'aller chercher les messages des suspects. » Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? À quel point la sécurité nationale peut être une raison pour, dans le fond, introduire des vulnérabilités technologiques? On s'intéresse à ça, puis on essaye justement de discuter de ces enjeux-là. Et puis, finalement, notre dernière thématique qui nous tient énormément à cœur, c'est la vie familiale et la consommation. Dans l'optique qu'il y a de plus en plus d'objets intelligents qui s'en viennent dans nos maisons et puis qui sont des véritables désastres au niveau de la sécurité. Puis ça a énormément d'impact sur le citoyen dans sa vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Maintenant, comment ça se solde en activité? Puis je vais terminer là-dessus. On fait énormément d'éducation populaire, donc on va organiser des crypto parties, donc apprendre justement à tout le monde. Souvent, on fait même des crypto brunch parce que c'est vraiment plus le fun de bruncher de toute façon. Puis justement, apprendre aux gens à se servir d'outils qui vont améliorer leur posture en sécurité numérique. On va donner des formations beaucoup plus spécialisées. On va beaucoup voir les journalistes, des journalistes d'enquête, mais aussi, comme je vous ai dit, à des intervenantes pour lesquelles la sécurité numérique devient un complément à la sécurité physique qu'ils essayent d'établir sur leur lieu de travail. On fait aussi beaucoup de vulgarisation scientifique. Donc, on a un podcast que je voulais mettre ici, Les chiens de garde, qui est en pause pour l'été, mais normalement, on a ça à chaque semaine où on prend un peu l'actualité de la sécurité de l'information. Donc, les hacks de la semaine, ça veut dire quoi? C'est quoi vraiment que ça signifie pour notre vie normale moyenne? Puis, éventuellement, ce qu'on essaie de développer au cours de la prochaine année, c'est faire un peu plus de recherche parce qu'on a une partie de notre équipe aussi qui est impliquée à l'université. Donc, on se dit pourquoi on ne pourrait pas essayer de, justement, créer des connaissances autour de ces enjeux-là. Donc, c'est un peu ça qu'on mange en hiver quand on a... dans les heures qu'on a à mettre là-dessus. Donc, voilà. Parfait. Donc, première question qui nous a permis donc, de situer les domaines d'intervention, disons, de chacun de nos intervenants. Deuxième question maintenant, on rentre davantage dans le vif du sujet. La question est la suivante. Donc, dans vos contextes respectifs d'intervention, comment ont évolué les défis, les enjeux, les thématiques en termes d'éducation à l'information? Quels sont ceux de ces défis, enjeux, thématiques qui sont restés stables dans le temps? Quels sont ceux, au contraire, qui se sont ajoutés, qui sont apparus plus récemment? Alors, on recommence avec Benoît. Merci. En fait, un des défis auxquels je m'attaque actuellement, on en a parlé beaucoup de citoyenneté. Je sais que des intervenants avant moi en ont parlé. On parle actuellement en Amérique du Nord, il y a plusieurs programmes qui s'appellent la citoyenneté numérique. À mon avis, ce concept-là est problématique pour une raison a priori, c'est que ça donne l'impression qu'il y a deux types de citoyenneté. Il y a une citoyenneté numérique puis une citoyenneté réelle, alors qu'en fait, c'est la même personne. C'est peut-être juste on a peut-être besoin d'évoluer vers un autre concept qui serait ce que moi j'appelle la citoyenneté à l'ère du numérique. En fait, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça. C'est plutôt Normand Landry, un collègue de Anne-Sophie, qui a amené cette idée-là de est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler de développer la citoyenneté à cette ère du numérique qui vient influencer tout le monde, qu'on soit ou non présent ou actif dans le numérique. Donc, ça vient conditionner nos vies. Je vous donne quelques exemples de défis. Par exemple, maîtriser un ensemble ce que vous voyez là, c'est une diffusion en direct qu'on a fait d'un événement, d'un cross-country de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, où en classe, des élèves pouvaient assister en direct et commenter ce qui se passait, mais aussi des parents ou public plus large.
Donc, on diffusait en temps réel et il y avait une interaction réelle, donc un grand sentiment d'appartenance. Donc, un grand potentiel extraordinaire par le numérique, mais aussi de grands défis liés à tout ça, hein, notamment, on est avec des mineurs, on doit protéger leur identité, tout ça. Donc, ça amène à contrôler ces défis-là. Plusieurs défis qu'on retrouve dans les programmes qu'on appelle de citoyenneté numérique. Souvent, on veut former les jeunes, on veut, dans les programmes qu'on dit de citoyenneté numérique, amener les élèves à bien se comporter, à se donner une bonne ligne éditoriale, à respecter le droit d'auteur, à s'assurer qu'on a des pratiques sécuritaires, qu'on protège bien sa vie privée. Mais tous ces concepts-là ont peut-être besoin d'être revus et d'être redéfinis. Mais actuellement, est-ce qu'on forme nos jeunes pour être capables de faire ça, de redéfinir tous ces concepts-là? Notons, par exemple, le droit d'auteur. À mon avis, c'est un concept qui est obsolète. La définition qu'on en fait aujourd'hui tient des paradigmes à l'ère de l'imprimerie, mais on est à l'ère du numérique. Et on a besoin de le redéfinir complètement. Mais la question, ce n'est pas de savoir si nous, on le redéfinit, mais comment on forme nos jeunes pour être capables de faire ça plus tard, parce que ça va être constamment en évolution. On est dans un monde aussi où l'image est omniprésente. Les caméras 360, notamment, qui ont paru, se sont démocratisées depuis déjà 2-3 ans. Entre autres, ce que vous voyez en bas, c'est une nouvelle venue qui devrait apparaître au mois d'août, selon la compagnie. Une caméra 360 intégrée dans une paire de lunettes fumées. Donc, on peut se promener avec sa paire de lunettes et filmer en 4K en 360 partout où on se promène, sans que personne soit au courant. Et la seule personne qui n'est pas dans l'image, ben, c'est nous-mêmes. Donc, ça aussi, ça vient changer notre manière d'être... Je parle pas assez, je parle trop. Donc, je vais accélérer. D'autres défis, des défis liés à l'équité. On a, tout le monde ou presque, des appareils mobiles, mais notamment nos élèves ont une grande diversité de qualité d'appareils, ce qui les amène à peut-être pas avoir toujours le même accès à l'information. La maîtrise des médias sociaux, des environnements numériques diversifiés, la compréhension de ce que c'est que l'info nuagique, que ce sont des serveurs et non pas quelque chose de flou dans le nuage, mais que ce sont de grosses machines finalement. La maîtrise des mégadonnées, maîtrisée, on en a parlé plusieurs déjà, par quelques grands joueurs, principalement contrôlés aux États-Unis, quand on sait que notre président de nos voisins dirige le pays à coups de tweets. Les algorithmes derrière ça, on en a parlé, mais nos jeunes, je dis nos jeunes, en fait, comme société, collectivement, est-ce qu'on comprend c'est quoi un algorithme? Est-ce qu'on se comprend c'est quoi un algorithme? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on forme nos jeunes à ça? Ce sont des grandes questions. J'utilise souvent l'analogie de la crêpe, de la recette de crêpe pour comparer ça, j'y reviendrai plus tard. L'intelligence artificielle. L'analogie de la crêpe, OK. Un algorithme, c'est comme une recette de crêpe, dans le fond. Si on a la bonne recette, si on a les bons ingrédients, si on les mélange dans le bon ordre, ben on arrive à faire une bonne recette. Mais il n'y a pas une seule bonne recette de crêpe. Il y en a des milliers. Mais ça peut amener des différences dans les qualités ou dans ce qu'on a comme résultat à la fin. Ça, c'est une très bonne recette, c'est moi qui l'ai fait. L'intelligence artificielle aussi, un défi très grand. Hein, on parle d'algorithmes, mais on parle d'une autre catégorie d'algorithmes, hein, des algorithmes qui s'auto-programment, donc qui s'auto-génèrent. Donc, ça mène où? Comment c'est encadré? Et entre autres, on voit par exemple la robotique qui apparaît. Donc, on voit ici que ça nous mène des défis. Par exemple, on a peur parfois des humanoïdes, mais en réalité, on devrait peut-être plus avoir peur de l'intelligence artificielle qui est au quotidien et qui nous contrôle et qui nous gère tous les jours. Quand on fait des recherches, par exemple, dans Google, et comprendre qu'est-ce qui se passe dans des scandales comme Facebook. Et voilà, j'ai assez parlé. Ouf, 3 minutes. Ben, nous, à la base, on s'est fondé sur les compétences en littératie médiatique pour créer nos ressources. Puis, la compétence principale de la littératie médiatique, c'est l'analyse critique des médias qu'on consomme. Puis, évidemment, dans cette analyse critique-là, ce qui fait partie de ça, c'est de déterminer la fiabilité, la véracité des informations qu'on trouve. J'ai mentionné notre recherche Jeunes Canadiens dans un monde branché plus tôt. Alors, sur plus de 5000 élèves, ça, c'était la dernière phase en 2013. Mais pour vous donner une idée, en 2001, quand on a sondé les élèves, 40% des jeunes disaient qu'on pouvait se fier presque complètement à tous les renseignements qu'on trouvait en ligne. C'était 3 jeunes sur 10 qui disaient faire des efforts pour
vérifier l'information en ligne. Leur stratégie... Ah non, je vais retourner. À ce moment-là, leur stratégie de recherche principale, puis d'authentification principale, c'était de vérifier l'identité de l'auteur. Ensuite, c'était évaluer soi-même l'information, alors se baser sur nos propres connaissances pour tenter de décider si c'est vrai ou non. Puis, finalement, s'informer auprès d'un enseignant ou d'un parent pour nous aider. Rendu en 2013, quand on leur a posé la question « Quel est le sujet qui vous intéresse le plus pour en apprendre davantage à l'école? » Savoir si une information en ligne est vraie était la réponse la plus populaire, suivie ensuite de ce qui est permis ou interdit de faire en ligne. Quand on leur a demandé, avant de montrer ça, quand on leur a demandé, cette fois-ci, ce qu'on a demandé, qu'on n'avait pas demandé avant, c'est quand est-ce que vous faites de la vérification? Parce qu'à travers les groupes de discussion, on s'est dit, il y a quelque chose là-dedans. Puis, en effet, les jeunes nous ont dit que quand c'était pour les travaux scolaires, ils étaient plus susceptibles de vérifier les renseignements. Mais quand ils étaient le moins susceptibles de vérifier les renseignements quand ça venait des médias sociaux. Ce qui est problématique, étant donné la popularité, évidemment, des médias sociaux chez les jeunes, puis le fait que de plus en plus, pour les adultes et pour les jeunes, c'est notre source principale de renseignements. Ensuite, on leur a demandé quelles étaient vos stratégies de vérification. Et on voit ici les plus populaires, c'était de vérifier, en 2013, c'était de vérifier l'identité de l'auteur, évaluer soi-même si l'information, ça c'était en 2001. En 2013, c'était de chercher sur un site considéré fiable, puis de vérifier d'autres sources pour savoir si elles disent la même chose. Ça, c'est la bonne vieille méthode de la triangulation. Sauf qu'évidemment, on commence à voir les limites de la triangulation parce que c'est très facile de trouver 3 sources qui véhiculent la même fausse information maintenant. En 2013, ah oui, ça j'en ai parlé, ok, je reviens. Aussi, ce qui était, on leur a demandé aussi ce qui était leur stratégie qui était les moins susceptibles d'utiliser. Puis celle qui était le moins susceptible d'utiliser, c'était de vérifier qui paye pour le site ou de vérifier s'il y avait des coordonnées d'une personne qu'on pouvait rejoindre sur le site. Enfin, finalement, on est sur le point de commencer la 4e phase de la recherche. Et évidemment, tout ce qui se passe en ce moment, puis s'est passé au cours des 2 dernières années sur les fausses nouvelles, va informer, va modifier le genre de questions qu'on va poser. Puis je vais revenir un peu sur les défis à la prochaine question. José Nadia? En tant que producteur d'informations à l'agence Sciences Presse, c'est évident là, que l'éducation aux médias, ça nous préoccupe au plus haut point parce qu'on se demande comment nos nouvelles sont reçues là, auprès de nos lecteurs. Là. Mais c'est plus difficile pour moi, là, à ce moment-ci, de parler des défis de l'éducation à l'information parce que j'y arrive tout juste là, avec le projet du détecteur de rumeurs là, qui a été lancé, comme je vous l'ai dit, en 2016. Mais je me suis dit que pour vous, ça pourrait peut-être être intéressant si je vous expliquais la démarche qui est en arrière, les thèmes qu'on est en train de développer à l'agence en tant qu'organisation en journalisme. Puis comment on est arrivé finalement à délimiter ces interventions-là. Fait que dès l'idéation du détecteur de rumeurs, il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre le téléphone puis d'appeler les intervenants qui étaient en éducation aux médias, ici au Québec, qui faisaient œuvre ici au Québec, mais aussi à Ottawa, puisque j'ai parlé à Thierry aussi. Alors, j'ai discuté avec eux pour vérifier là, ce qui se faisait déjà sur le terrain en éducation à l'information aux médias, puis surtout pour savoir comment je pourrais délimiter mon carré de sable à moi. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un besoin en éducation à l'information, de toute évidence, puis ça tombait bien puisqu'on est des journalistes, puis on est formés pour ça. Mais il y avait aussi, plus spécifiquement, un besoin aussi en information scientifique. Parce qu'encore à ce jour, là, il y a très peu de matériel là, qui est produit pour aider les élèves à décoder l'actualité scientifique. Fait que je me suis dit, ça va être ça. Mon carré de sable, ça va être l'éducation à l'information et l'information scientifique. Alors, à ce moment-là, en 2015 aussi, je vais continuer ici,
On ne parlait pas encore de fausses nouvelles, puis on ne parlait pas tant d'éducation aux médias non plus, du moins là, dans mon milieu à moi. En journalisme scientifique, puis on a entendu parler dans la table ronde précédente, là, on parlait davantage de désinformation. Hein? On parlait des affirmations qui sont mensongères, les groupes d'intérêt. Il y a en santé, il y a beaucoup d'exagérations aussi, puis ils sont parfois tirés, c'est des journalistes qui tirent leurs informations de communiqués de presse qui sont pimpés, hein, parce que les universités, ben, ils veulent avoir de la visibilité, donc ils font des super communiqués de presse, mais ça induit les journalistes en erreur. Puis il y a aussi des extrapolations qui portent sur la santé, l'alimentation, l'environnement et les produits de consommation. Les dessins sont de Jacques Goldstein. Je les trouve très beaux. On les a utilisés dans une campagne précédente qui était pour promouvoir la pertinence du journalisme scientifique, puis vous allez me reconnaître sur certains. Alors, ici, un beau dessin de Trump, parce qu'on en a parlé, évidemment. Là, je vous disais, on ne parlait pas tant de fausses nouvelles, on ne parlait pas tant d'éducation aux médias, mais Trump est arrivé, puis là, le monde a chaviré, ça a été un véritable raz-de-marée. Alors, finalement, avec tout ça, bien, nous, on est un tout petit média, on a juste 3 journalistes qui travaillent pour nous. Alors, on a essayé de faire tant bien que mal, on a pédalé rapidement, puis je pense qu'on a réussi à bien se dépatouiller là, dans l'ensemble, puis vous allez pouvoir en juger, parce que par la suite, je vais vous parler de nos activités. Mais pour revenir au défi, je vais terminer avec ça. Bien, il y en a un qui me semble qui nous concerne au moins tous. C'est que on l'aborde souvent dans les conférences puis dans les formations qu'on donne, c'est qu'on peut tous se faire avoir par des fausses nouvelles. Hein? On n'est pas à l'abri de ça, personne. Puis les méthodes pour tromper sont de plus en plus sophistiquées. Puis moi, ce que je me pose comme question, c'est que la responsabilité, elle revient sur la personne de vérifier l'information, alors que ça peut tellement avoir des conséquences là, importantes sur l'ensemble de la société, puis comment on fonctionne, puis sur la citoyenneté. Je me dis, il y a peut-être quelque chose là, qu'il va falloir travailler de ce côté-là. J'ai d'autres défis, mais on en parlera pendant la période de questions. Merci beaucoup. Anne-Sophie? Oui. Ah, attends. Oui, voilà. Donc, en fait, il y a, comme je vous ai dit, ça fait seulement 3 ans que Crypto-Québec existe. Donc, parler de changement d'enjeu, j'ai l'impression que 3 ans, c'est peut-être un peu court pour parler d'un grand changement de paradigme. Par contre, ce que je me rends compte d'une manière très subjective, c'est que quand j'ai commencé à travailler à Crypto-Québec, je me faisais souvent traiter de paranoïaque. Maintenant, le monde vient beaucoup plus me demander des conseils. Donc, c'est quand même quelque chose qui est somme toute positif. Surtout dans un contexte où il y a quand même 3 ans, puis 1,5 ans dans mon cas, les vulnérabilités étaient là. Par contre, si ça intéresse davantage le monde aujourd'hui, bien, les vulnérabilités se sont aussi multipliées. Donc, est-ce qu'on est mieux? Au moins, il y a un intérêt. J'imagine que c'est une bonne chose. Par contre, des enjeux qui sont nouveaux, ou qui ne sont pas nouveaux, mais qui nous interpellent énormément à Crypto-Québec, c'est justement la tendance à la marginalisation de la cryptographie et des outils de chiffrement. Donc, je vais en parler un peu plus longuement, puis ça se tient quand même assez proche avec notre objectif un peu de redonner des lettres de noblesse aux hackers et à la cryptographie en général. Il y a une très mauvaise presse autour des hackers, puis aussi de la cryptographie. Donc, quand on passe au chiffrement, on va souvent passer au dark web, et puis du même souffle, on va tout de suite commencer à penser, justement, c'est-tu là que je l'ai mis? Le dark web, exactement. Donc, qui est dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que souvent j'ai tendance à penser que tout le monde le connaît, mais non. Dans le fond, le web public, donc Google et tout le web qui est indexé, donc auquel on peut avoir accès, c'est un peu la pointe de l'iceberg, on s'en sauve jamais de cette image-là. Le deep web, c'est tout le web qui n'est pas indexé, donc vos courriels, toutes les choses qu'on ne peut pas regarder sur Google, ce qui est une bonne chose. Et puis finalement, il y a le dark web qui est un web qui est inaccessible via nos browsers, nos furteurs, habituels. Donc, c'est en utilisant un navigateur comme Tor qui nous permet d'avoir accès à un autre monde, un autre Internet. Souvent, quand on parle, ça nous permet, entre autres, de naviguer
de manière anonyme sur le web public, mais ça nous permet aussi d'avoir accès à une panoplie de services cachés qui peuvent autant être des blogs de journalistes dissidents dans des pays où ce que, justement, on va brimer la liberté d'expression. Ah, ben ça, je vais y revenir un peu plus tard. C'est le système de chiffrement de Tor pour montrer comment ça anonymise, en fait, les utilisateurs. Mais souvent, on connaît Tor pour sa vente de drogue. Donc, on va juste s'imaginer à quel point on peut acheter de la drogue sur Tor. On va parler beaucoup aussi de sa propension à être un lieu où il va y avoir de la pornographie juvénile et de la vente d'armes. C'est de l'information qui est factuelle. Ce sont des choses qui se trouvent sur le dark web, mais souvent, le fait de focusser là-dessus à travers du sensationnalisme, ça amène à un peu dévaloriser tous les bénéfices de ce réseau-là. Puis, justement, quand on parlait de redonner les lettres de noblesse aux hackers, évidemment, il y a des hackers qui sont malfaisants, il y a des fraudeurs, évidemment, mais il y a énormément de hackers aussi, comme à Crypto-Québec, par exemple, qui sont au service de la population et puis qui veulent vraiment faire du bien dans un objectif de bienveillance. Donc, c'est vraiment redonner ces lettres de noblesse-là parce que qu'est-ce qui arrive quand il y a, je ne veux pas dire une désinformation, mais quand il y a trop d'accent sur le côté un peu plus sombre de la force, pour utiliser une mauvaise analogie de Star Wars, ben, ça fait que ça va être beaucoup plus facile de passer des lois qui vont rendre le chiffrement beaucoup plus faible, puis qui vont vulnérabiliser l'ensemble de la population. Puis ça, c'est quelque chose qui nous intéresse pas du tout. Donc, à travers tout ça aussi, on veut renverser le « je n'ai rien à cacher ». Ça s'est amélioré, mais vraiment pas tant que ça. Ce qu'on essaye de faire beaucoup, c'est de dire peut-être que tu n'as rien à cacher, mais pourquoi tu ne poserais pas une autre question qui est qu'est-ce que tu veux montrer? Puis ça vient un peu à tout changer notre paradigme par rapport à la sécurité de l'information. Autant quand on fait des recherches sur Internet, moi je m'intéresse beaucoup justement à la liberté intellectuelle entourant les recherches. Donc comment on est pisté quand on fait des recherches sur le web, comment ça peut influencer à la fois la publicité qui nous est donnée, mais l'information qui nous est présentée, puis potentiellement qui peut nous cibler comme une personne d'intérêt. C'est pas parce que je fais une recherche sur le VIH que j'ai le VIH. Parfait. Puis, bon, ben voilà aussi quelque chose qu'on essaye de pallier, c'est que souvent, le monde va être très sensible aux enjeux de la sécurité numérique. Par contre, ils vont être encouragés à utiliser des outils et à améliorer leur posture seulement quand il y a une crise, puis à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, ça nous amène à la question 3, l'avant-dernière question. Donc, dans vos interventions en termes d'éducation à l'information, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, quels sont les aspects de l'éducation à l'information sur lesquels il reste, par exemple, difficile d'intervenir, alors que d'autres sont très accessibles et peuvent permettre de modifier les comportements des publics auxquels on s'adresse. Alors, Benoît? Oui. Donc, une des pistes sur laquelle moi je travaille énormément depuis plusieurs années, c'est de développer chez nos élèves la capacité à réfléchir sur des questions éthiques. On est chanceux au Québec, on a un programme qui s'appelle Éthique et culture religieuse et il y a cette compétence-là explicite dans le programme. Donc, on a à travailler chez nos élèves cette capacité-là. J'en parle parce qu'on mélange souvent dans notre société éthique et morale et souvent, même quand on utilise le mot éthique, on parle en fait de morale. Et pourquoi on parle d'éthique et non pas de morale? Eh bien, ici, ce qu'on voit dans tous les codes, dans toutes les affirmations qui sont là, ce qu'on invite la personne à faire, c'est à se positionner. C'est à prendre une partie dans une situation qui pose des questions éthiques. La réflexion éthique, dans le programme, telle qu'elle est décrite, c'est pas ça. Okay? Et la prétention, c'est que de faire ça, ça amène plutôt une polarisation, puis ça nous éloigne de la nuance. Alors que d'y aller avec des questions factuelles, un peu à la manière d'un journaliste, on va décrire des situations, on va identifier les faits clairement, on va aussi beaucoup s'intéresser au point de vue. Hein? Chaque point de vue
est basé sur des normes, des repères, des valeurs qui sont distincts. Et c'est ça qui fait qu'on a des tensions entre nos différents points de vue parce qu'on ne se réfère pas aux mêmes choses. Et donc, la réflexion éthique, c'est pas de savoir c'est quoi la bonne réponse à la question éthique, mais plutôt de savoir qu'est-ce qui est sous-jacent. Comment ça fonctionne tout ça? Pourquoi telle personne a un point de vue tel ou autre? Donc, c'est de s'éloigner de son propre point de vue pour prendre en compte un ensemble de points de vue. Tout ça en vue de chercher à trouver des actions qui vont favoriser le mieux vivre ensemble et où on va s'intéresser aux impacts positifs et négatifs des différents choix qui se offrent à nous. Donc, dans le programme, par exemple, on a développé avec des enseignants des conseillers pédagogiques de la Commission scolaire de Laval, je donne quelques exemples, une trousse qui va bientôt être disponible, où, par exemple, dans la vidéo qui est là, vous cliquerez, vous irez la voir, ce sont 2 jeunes qui sont dans une bibliothèque, et parce qu'ils vont s'intéresser à 2 sujets dans une bibliothèque, ils vont se retrouver devant une bibliothèque qui contient que ces 2 choses-là. Donc, ça les amène à faire le lien entre pourquoi dans le web, quand je fais des clics, des j'aime, bien, tout d'un coup, ça me crée ma bulle de filtre. Donc, l'idée, c'est on les a amenés à travailler là-dessus pour que, justement, on ait des outils pour travailler qui soient concrets, qui permettent de travailler avec nos jeunes ces concepts comme celui-ci. Un autre projet, une autre situation d'apprentissage qu'on a développé avec un enseignant de Trois-Rivières, Thierry Nadeau, de l'ASCO aux médias sociaux, on amène des jeunes du primaire à faire les parallèles entre les murs de l'ASCO qui ont été publiés il y a 20 000 ans et qu'on essaie d'interpréter encore aujourd'hui, qu'on n'a pas tout à fait compris, mais en se demandant si les murs qu'on publie aujourd'hui seront-ils encore disponibles dans 20 000 ans et comment on les interprétera. Et donc, de réfléchir sur les traces, on va faire aussi un mur de classe, un mur de corridor d'école et avec des systèmes de post-it pour aller annoter les différentes publications qu'on va retrouver. Donc, recréer des environnements numériques, mais dans le réel, et les faire réfléchir de manière éthique sur ces environnements-là. Mon avatar, on leur fait une autre situation, on les fait réfléchir sur le concept de mon identité, le choix d'un avatar, ce qui me représente bien ou pas. Mon identité numérique avec des jeunes secondaires sur les choix que je fais. C'est est-ce que je veux que les autres me définissent ou je préfère choisir de me définir moi-même? Si j'avais le pouvoir, à partir d'un roman qui le crie, qui parle sur l'intimidation, où le personnage principal est un témoin silencieux. Donc, comment on peut donner du pouvoir aux témoins silencieux dans des situations comme celle-ci et comment ça peut se transposer dans le numérique. L'ambivalence dans les médias sociaux, 2e cycle du secondaire, faire réfléchir les jeunes sur le concept que nous sommes tous ambivalents. L'être humain, c'est une de ses caractéristiques parce que nous avons nous-mêmes des conflits de valeurs, entre autres, et on se retrouve dans ces conflits-là. Ça nous amène à prendre conscience de ça, à amener les élèves à avoir des positions moins tranchées, donc plus nuancées, aller dans des zones de nuances de gris. Merci beaucoup, Thierry. Je vais revenir un peu sur les défis pour contextualiser ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Donc, pour nous, l'authentification de l'information, c'est une compétence parmi plusieurs compétences qui constituent la littératie numérique. Donc, le défi, c'est pas seulement trouver le temps pour l'éducation, aux compétences concrètes pour faire de la recherche, d'informations pour authentifier l'information, mais aussi pour toutes les autres compétences. Puis pour vous donner une idée du nombre de compétences que ça peut représenter, la littératie numérique, bien voici notre cadre de littératie numérique qui catégorise toutes les compétences en 7 catégories, qui comprennent entre autres l'éthique et l'empathie, puis la sécurité en ligne. Donc, le défi, c'est comment trouver le temps à la maison, puis à l'école, pour enseigner toutes ces compétences-là. Le deuxième défi, c'est vraiment comment enseigner ces compétences-là de façon à ce qu'elles soient indépendantes de l'évolution rapide des technologies. Donner un exemple, si on s'était donné le temps, par exemple, d'apprendre à toutes sortes de compétences pour repérer un faux profil sur MySpace dans le temps, est-ce que ça nous servirait maintenant à détecter un gazouillis manipulateur? Pas certain. Ce qui fonctionne bien, donc. Pour nous, la solution se retrouve dans l'apprentissage des concepts clés de la littératie médiatique qu'on voit ici. On peut y revenir plus tard si ça vous intéresse, mais c'est sur notre site web. Puis, puisque les médias numériques sont des médias, alors à la base, on retrouve ces compétences-là. Puis ensuite, on retrouve les compétences clés en littératie numérique. Ils sont tout frais. Puis, pour prendre un exemple
C'est parce que ces concepts-là sont vraiment créés pour tous les Canadiens et Canadiennes, mais nous, nos ressources, on les crée pour les enfants. Donc, aider un enfant à comprendre la nature en réseau des médias numériques. Comprendre, par exemple, que n'importe qui peut publier n'importe quoi, lui donner une apparence professionnelle, se trouver un public à l'échelle mondiale, va mener cet enfant-là à se poser des questions, des meilleures questions, premièrement, par rapport aux médias numériques, pour trouver des meilleures réponses, mais aussi, ça va être des questions qui vont être indépendantes du média qui est populaire, de la plateforme qui est populaire aujourd'hui. Ce qui fonctionne moins bien, je l'ai mentionné un peu tantôt, c'est tenter de juger la fiabilité d'une information en analysant seulement le contenu d'un tweet, d'un site, de quelque chose sur les médias sociaux, puis de ne pas analyser le contexte plus large. Puis ça, c'était une stratégie qu'on donnait au début qui fonctionnait en 2001, quand on a créé nos premières ressources sur l'authentification de l'information. Mais maintenant, c'est plus suffisant de vérifier si un auteur est identifié, si l'adresse URL indique qu'une page personnelle, que c'est une page personnelle ou c'est un blog, ou qu'il y a des références. Il faut aller fouiller plus loin. Il faut faire des recherches latérales. Il faut faire vraiment un travail de détective. Puis, pour faire ce travail-là, ça veut dire qu'il faut se poser des bonnes questions. Il faut comprendre la nature des médias numériques, mais aussi, il faut aussi comprendre ce qui motive les êtres humains en général, la société dans laquelle ces informations-là sont créées. Ça, c'est un grand défi pour nous, puisqu'on crée des ressources à partir de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Alors, comment préparer les enfants, puis c'est nécessaire de le faire parce que les enfants sont sur Internet de plus en plus jeunes, comment aborder toutes ces compétences-là, comment aborder toute cette façon de penser-là dès un jeune âge, ça, c'est un des grands défis là, auxquels on fait face en ce moment. Merci. Bien, le travail de détective dont tu parlais, Thierry, bien, ça nous occupe passablement, nous. Hein, toutes nos activités là, qui sont basées sur le rôle là, du journaliste scientifique, de se poser des questions, de vérifier l'information, bien, c'est ce qui nous amène à nos activités. Alors, depuis l'an dernier, on offre des conférences, des formations en éducation à l'information où on démontre des réflexes à développer là, avant de partager une fausse nouvelle. Ces conférences sont données à différents publics. C'est principalement des jeunes du secondaire. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut adapter notre matériel parce que c'est arrivé où on l'a donné à des enseignants, on l'a donné aussi à des aînés. Hein? Il y avait, on est allé dans un organisme là, communautaire un matin, un dimanche matin, il y avait des croissants et tout, c'était super intéressant, il y était une cinquantaine, puis ils lisent les journaux, ils sont d'actualité, puis ils voulaient en savoir davantage sur le phénomène des fausses nouvelles. Il y a une partie de ces une partie du contenu là, de ces formations-là qui a été repris aussi dans le projet qui a été développé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, auquel on a contribué, évidemment. Là. Le projet s'appelle 30 secondes. Jeff vous en a parlé tout à l'heure. Il mentionnait qu'il y avait un engouement là, des jeunes, les professeurs, les écoles, etc. Moi, j'avais quelques chiffres. Le projet a été lancé là, par la FPJQ en février dernier. Il y a déjà une quarantaine de journalistes qui ont participé. Ils le font gracieusement, ils le font sur leur temps. Ils proviennent là, de différents médias. Puis, on rejoint jusqu'à maintenant 2800 élèves. 2800 élèves en 3 mois, bien, il faut le faire. Hein? Puis ça, c'est à travers le Québec. C'est des élèves du 2e secondaire dans ce cas-là. Parmi nos autres activités, Gabrielle vous mentionnait plus tôt les genres journalistiques. On a fait des infographies, une série de 5 infographies sur le métier de journaliste. Puis la multiplication des genres, bien, on s'adresse justement à ces genres-là. On les définit. Qu'est-ce que les faits? Qu'est-ce que les opinions? Quels sont-ils? Puis les genres qui sont associés, la chronique, l'éditorial, etc. Tandis que de l'autre côté, il y a les articles.
Ensuite, on fait des jeux aussi. Le 1er avril, nous, à l'agence, on a décidé qu'on y allait avec identification de vraies et de fausses nouvelles. On demande à nos lecteurs de nous expliquer leur démarche pour arriver à un verdict sur les nouvelles qu'on leur propose. Le 2 avril, c'est la journée internationale de la vérification des faits. On arrive avec nos réponses à nous, puis bien humblement, là, on essaie de dialoguer avec eux là, pour voir, bon, qu'est-ce qui marchait moins de leur côté ou qu'est-ce qui fonctionne mieux d'une autre. Bientôt aussi, on va avoir une série d'animations pour mieux comprendre comment fonctionne la science, puis surtout éviter de tomber dans le panneau quand on est exposé à des nouvelles qui confondent la causalité et la corrélation. Ça, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en science. Des nouvelles aussi qui impressionnent davantage parce qu'elles utilisent de façon erronée des statistiques. En tête, j'ai l'exemple là, du bacon que plus personne ne voulait manger parce que le cancer, là, ça augmentait un grand pourcentage le taux de cancer. Il y a des nouvelles aussi qui extrapolent aussi là, les résultats d'une étude qui a été faite sur des animaux, sur les humains. On peut pas, les humains, c'est pas une souris de 70 kilos, là. Il faut y aller avec précaution. Alors, nos vidéos, bien, ça va être des vidéos d'animation, 1 minute environ, avec des exemples bien concrets, puis ça va être léger, ça va être plaisant, vous allez pouvoir les regarder. Puis, finalement, il y a le projet aussi dont Gabriel parlait plus tôt, les assistants du détecteur de rumeurs. C'est un projet qu'on est en train de développer, la phase pilote présentement, avec une école, Chemédé de Maisonneuve, ici à Montréal. C'est un projet de résidence en journalisme. Elle vous mentionnait qu'elle était allée à Tours, qu'elle avait eu vent là, de projets en résidence. C'est vraiment intéressant comme projet parce que dans le cadre de 8 séances, les jeunes vont apprendre à déceler les fausses nouvelles, à chercher des sources d'informations crédibles, puis à vérifier l'information qu'ils vont débusquer eux-mêmes parce que l'idée, c'est qu'à la toute fin, ils puissent produire un contenu médiatique sur une rumeur, une idée reçue à connotation scientifique de leur choix qu'ils vont avoir à déboulonner. Mais l'idée vraiment, c'est pas d'arriver nécessairement à un verdict vrai-faux, mais vraiment, c'est la démarche, puis c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase. Le projet est monté en collaboration avec des enseignants de l'école, des enseignants de sciences, de français et d'histoire, avec la Maison de la culture Maisonneuve aussi, qui s'implique. C'est à la Maison de la culture qu'on va faire les ateliers. Puis ça a un engouement. Là, quand Simon me demandait, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ou moins bien dans tes activités? Je dis, bien, tout fonctionne là, présentement. Là, je suis vraiment au paradis. Oui. Ça, je vais y arriver un peu plus tard, mais je voulais commencer justement en disant qu'en termes d'intervention, d'éducation à l'information, nous, la chose qu'on fait le plus, c'est vraiment de tenter d'éduquer les personnes à être un peu plus autonomes, à trouver des bonnes solutions pour protéger leurs informations personnelles et pour donner des informations factuelles à ça. Donc, on essaie, oui, de relayer de l'information quant aux vulnérabilités informatiques, mais aussi donner des outils pour aider les gens à mieux se protéger. Je compte plus le nombre de personnes qui nous ont demandé c'est quoi le meilleur VPN, puis qu'on est un peu genre ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec. Donc, vraiment, essayer d'outiller les gens aussi par rapport, parce qu'il y a, bon, on s'entend depuis 2013 avec les révélations Snowden, il y a comme un engouement pour la vie privée et les outils de chiffrement. Et puis, on compte plus le nombre d'outils qui vont scander avoir du military grade encryption sans jamais définir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est comme nos fausses nouvelles en sécurité informatique. Mais aussi des espèces d'applications qui vont tout régler vos problèmes liés à la vie privée. Puis ça, c'est impossible. Donc, c'est vraiment refaire une éducation par rapport à ça pour dire chaque besoin est unique. Et puis, ben, la sécurité de l'information, c'est un processus, c'est pas un produit. La deuxième chose qui mène à l'obsolescence potentiellement programmée de Crypto-Québec, c'est que le chiffrement est une solution temporaire et imparfaite parce qu'il y a de l'informatique quantique qui est en train de se développer, qui va être capable de déchiffrer la majorité de nos conversations chiffrées. Donc, en ce moment, c'est juste une petite affaire. Donc, pour dire que toute la confiance qu'on donne au chiffrement en ce moment, c'est quelque chose qui va être potentiellement à refaire et à repenser d'après des experts qui ne sont pas moi.
dans le fond, ce serait dans 5 à 10 ans. Tu sais. Donc, c'est déjà une information avec laquelle on doit dealer dans notre manière de gérer l'information. Ce qui nous mène aussi au fait qu'il faut penser à des solutions juridiques, législatives, technologiques et sociales. On le dit souvent, il n'y a pas de solution technologique à un problème qui est social. Donc, c'est dire, oui, la technologie peut nous amener à un certain niveau, mais le reste, c'est tout le système social qui doit un peu s'adapter puis qui doit faire un bout du chemin. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si les outils de chiffrement ont potentiellement une obsolescence programmée avec le développement de l'informatique quantique, c'est qu'il y a aussi une urgence de décentraliser les outils qu'on utilise. Le fait que Google et Facebook aient accès à une si grande concentration de notre information, ça fait ce qu'on appelle en sécurité numérique un single point of failure. C'est-à-dire que si jamais il y a un gouvernement qui veut enquêter sur des individus, sur des groupes, des mouvements sociaux, ben moi, c'est super facile. Là, je fais juste mettre un agent chez Google. Puis, quand il y a une concentration d'informations, c'est une concentration de vulnérabilité aussi. Puis, il faut se mettre à penser à des services alternatifs puis promouvoir l'utilisation de services alternatifs. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis, je pense que j'ai un peu dépassé mon 3 minutes. Mais si peu. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça nous amène à une dernière question qui va être un peu plus courte, mais qui est importante à poser, à savoir, et pour la suite, quels sont les projets, quelles sont les pistes, quelles sont les ambitions que vous avez au sein de vos organisations. Donc, Benoît encore. Oui, alors, on parlait de citoyenneté, développer une citoyenneté chez nos élèves. Intéressant, l'UNESCO, en 2015, a produit un document éduqué à la citoyenneté mondiale, plein de pistes très intéressantes, mais aussi une proposition de définition de ce que pourrait être une citoyenneté mondiale, qui rejoint beaucoup les éléments dont je vous ai parlé par rapport à une citoyenneté. Souvent, on a une image idyllique de la citoyenneté à l'origine chez les Grecs. En fait, chez les Grecs, si on retourne à 400-500 ans avant notre ère, on avait à peu près 10% de la population qui était considérée comme citoyen. Mais aujourd'hui, ça reste un défi grand, même si on pense qu'il y a moins d'un siècle que les femmes sont considérées comme des citoyennes à part entière. C'est quand même assez impressionnant. Mais on a encore aujourd'hui, la citoyenneté pose des grands problèmes que l'on doit relever. Notamment, on parle de migration actuellement. Et on a une tranche de population qui n'a pas la citoyenneté pleine et entière, mais pourtant, le numérique offre la possibilité d'exercer tout de même une citoyenneté, même chez des populations qui ne sont pas, qui n'ont pas de citoyenneté pleine et entière. Pensons aux mineurs aux États-Unis avec le Never Again, qui a donné du pouvoir à des mineurs, donc d'influencer les politiciens, donc de jouer un réel rôle de citoyen effectif. Donc, développer chez nos élèves la maîtrise. Ce qu'on voit ici, c'est une forme de littératie. On en a parlé tout à l'heure, j'y reviendrai en plus. Aussi, les enseignants en classe font des dizaines de choses au quotidien qui peuvent très bien s'inscrire dans le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. Elles ont simplement besoin d'être recontextualisées, qu'on les mette dans ce sens-là. Donc, pourquoi on s'intéresse aux autres? Pourquoi on développe l'empathie chez nos élèves? Pourquoi on leur apprend à publier? Pourquoi on développe chez eux ces compétences-là, ces capacités à faire ça? Pas seulement parce que c'est agréable ou c'est le fun de faire ça avec nos élèves, mais les resituer dans le contexte de notre ère du numérique, ça me paraît essentiel. Je parlais de littératie, vous en avez parlé abondamment hier notamment, de différentes formes de littératie. Vous avez été sensibilisés à tout ça. Regardez en haut à droite, cet espace-là ici, nos jeunes, hein, ils savent coder, ils savent maîtriser des codes variés, hein, ici, parce que ça, c'est leur langage. Ça, c'est les textos de mes adolescents des 6 derniers mois. Donc, j'ai été pigé, je les ai copiés, collés dans mon diaporama. Ici, ce qu'on vous voyez, donc, c'est leur utilisation. Ce qu'on voit là, hein, c'est du langage efficace. C'est une littératie hyper efficace qui ressemble à celle que j'utilisais moi quand je prenais mes notes à l'université, notamment. Hein, ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est du langage hyper efficace qui est contextualisé, qui est souvent enrichi de toutes sortes de formes. Et quand on combine ces différentes formes de littératie, on en avait parlé hier, bien, développer chez nos élèves la maîtrise d'un ensemble de littératie
Donc, sortir parfois dans les écoles littératie, ça veut dire apprentissage de l'alphabet. Hein, mais il faut vraiment aller au-delà de ça. Et donc, vraiment, à partir de ce que vous avez tous vu, notamment beaucoup hier. Et l'idée, c'est de développer chez nos élèves des citoyens qui vont être capables d'exercer leur citoyenneté de manière pleine et entière, peu importe leur origine, peu importe leur avenir, mais aussi et surtout être capable de redéfinir le monde dans lequel ils entrent. Parce qu'on a plein de concepts et de paradigmes qui doivent être changés, qui sont en changement et qui vont continuer d'avoir besoin de l'être. Et on a besoin de développer chez nos élèves les capacités, les compétences pour être capable d'exercer ça, pas juste savoir bien se comporter. Bien, dans notre but de développer des compétences en littératie numérique et médiatique chez tous les jeunes là, partout au Canada, chez les adultes aussi, on a 3 initiatives qui s'en viennent. Il y a celle-là ici, le programme de formation en littératie numérique pour les éducateurs canadiens. Lors de nos recherches, ça fait des années que les enseignants nous disent « Moi, j'hésite à amener la littératie numérique en salle de classe parce que je ne sais pas, j'ai pas eu la formation, je n'ai pas les compétences pour le faire. » Donc, on s'est dit, en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe, surtout que la littératie numérique cherche encore sa place dans le curriculum de plusieurs provinces et territoires, bien, nous, on va créer un petit programme de formation qu'on vient de lancer, où au moins les enseignants en formation, les enseignants-enseignantes ont un 3 heures là, pour commencer à penser à comment amener la littératie numérique en salle de classe. Ensuite, récemment, on a collaboré avec Facebook dans le cadre de leur initiative canadienne pour l'intégrité électorale. Facebook voulait créer des ressources, voulait qu'on crée des ressources pour donner des compétences aux adultes cette fois-ci en authentification de l'information, spécifiquement les fausses nouvelles, puis spécifiquement dans le contexte des élections. Nous, on s'est servi de ces fonds-là, de cette initiative-là aussi pour créer un programme plus large de compétences en authentification qu'on est en train là, de lancer pièce par pièce. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des missions en ligne, il va y avoir des fiches conseils. Puis, entre autres, la prochaine qui s'en vient, c'est sur les informations scientifiques. Comment authentifier les informations scientifiques. Alors, on va voir ça sur notre site aussi. Puis, finalement, à chaque année, on fait la semaine d'éducation média. La semaine d'éducation média, c'est la première semaine de novembre, première semaine complète de novembre. C'est vraiment l'idée de créer un événement rassembleur. Tout le monde peut y participer. N'importe qui enseigne quoi que ce soit qui a rapport à l'éducation média, qui veut participer lors de cette semaine-là. Il y a une trousse à remplir. Ça ne coûte rien, c'est vraiment juste pour rassembler tout le monde, créer un événement, évidemment pour publiciser l'éducation aux médias, mais c'est aussi un moment idéal pour trouver des nouvelles idées, pour trouver des nouvelles personnes avec qui collaborer. Puis, le thème de cette année, bien, ce sont les fausses nouvelles, c'est fait ou faux. Alors, je vous invite, si vous faites quoi que ce soit cette année, puis vous cherchez un moment où le lancer, où vous faites quelque chose lors de cette semaine-là, que ce soit un cours, que ce soit une présentation en bibliothèque, venez nous en parler, puis nous, on va en faire la promotion à tout le monde lors de cette semaine-là. Merci, José Nadia. Moi, en fait, c'est un souhait que j'ai. Parce que, on l'a amplement démontré, l'impact de la désinformation, le phénomène des fausses nouvelles, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour la citoyenneté. Fait que je souhaite que pour les prochaines années, il y ait une plus grande concertation avec les acteurs du milieu. Puis je vois que c'est déjà commencé. Puis le fait de faire une table comme ça avec des intervenants de divers milieux qui se rencontrent pas toujours nécessairement, qui ne discutent pas toujours ensemble, c'est déjà un premier pas. Mais je pense aussi il y a des belles initiatives qui existent sur le terrain, qui sont élaborées par des profs, des bibliothécaires qui sont allumés. Puis, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de guichet unique où on pourrait trouver ces expériences-là pour s'en inspirer, pour en inspirer d'autres, des professeurs, d'autres bibliothécaires à faire le même genre d'intervention auprès des jeunes.
Je pense aussi aux médias qui pourraient travailler là, plus avec une plus grande collaboration. Des initiatives, en fait, comme le projet 30 secondes de la FPJQ c'en est un. Hein. Je vous disais tout à l'heure que c'est des journalistes bénévoles, mais de divers médias qui viennent donner une conférence auprès des jeunes. Il se peut aussi que l'année prochaine, il y ait la semaine de la presse des médias dans l'école qui se déroule ici au Québec, aussi qui serait parrainée par la FPJQ. Puis ce projet-là, bien, ça fait 30 ans que ça existe en France. C'est avec le CLEMI. C'est leur projet phare, puis ça a lieu là, dans toutes les écoles de la France. Là. Ils sont 17 000 écoles à participer à ce projet-là. C'est quelque chose d'incroyable. Puis on pourrait déjà avoir un petit projet pilote dans ce sens-là qui pourrait faire que nos jeunes, durant une semaine, bien, ils puissent visiter là, des médias. Ils pourraient aller à Radio-Canada visiter la salle de presse. Ils pourraient, notre résidence en journalisme, on pourrait l'écourter, la condenser, puis l'offrir à ce moment-là. Fait que c'est d'autres choses intéressantes. Il y a le milieu universitaire aussi qui pourrait participer à ce mouvement-là. Puis je pense à la jeune fille derrière tout à l'heure là, qui étudiait en optique, là, qui se demandait ce qu'on pouvait faire aussi. Bien, à regarder les universitaires aller aussi, nous, à l'agence, bien, on se dit qu'il y a des initiatives qui sont déjà en place dont on pourrait s'inspirer, qui sont vraiment intéressantes. Je pense à Health News Review, c'est dans le domaine de la santé, on est en santé ici aujourd'hui. C'est réalisé par des chercheurs qui reviennent sur la couverture de la santé dans les médias, puis qui pointent les failles. C'est vraiment très intéressant. Malheureusement, c'est une organisation, leur organisation est en manque de fonds. Ça se peut que ça se termine cette année après 12 ans d'existence, mais je vous invite à aller voir, parce que même nous, on s'en inspire pour regarder, mon Dieu, ce reportage, c'est partout, là. Ils pointent tous les reportages, tous les médias, le Washington Post, ah bon, ils ont maltraité cette nouvelle-là parce qu'ils ont oublié cette dimension-là. Fait que c'est de l'éducation pour nous aussi dans ce sens-là. Bon, je suis un petit peu idéaliste, je pense que... Moi aussi, je suis idéaliste, c'est correct. Bon. Donc, on a beaucoup de projets parce qu'on a juste ça dans notre tête. Puis, ben, notamment, on a un livre sur la sécurité de l'information pour le grand public qui sort au mois de septembre. Donc, ça fait un des nombreux projets que c'est un dossier presque fermé. Donc, c'est tout le temps le fun. Fait que dans ce temps-là, on en a 4 autres qui s'ouvrent. Mais quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, puis je trouvais qu'il pouvait potentiellement bien se prêter à cette conférence, c'est que, justement, quand on parle de protection de la vie privée, on oublie trop fréquemment de faire le lien avec la liberté intellectuelle. Quand on sait qu'on est pisté en ligne, que soit il va y avoir des publicités qui vont nous être présentées, soit qu'on peut être personnellement identifié, ou peu importe, qu'il va y avoir un administrateur de système qui va être capable de voir ce qui est associé à notre session, c'est facile de un peu se créer des freins à notre liberté intellectuelle. Puis, il y a énormément de projets qui sont super inspirants qui se sont passés aux États-Unis, dont le Library Freedom Project, parce que on a beaucoup de sensibilité à Crypto-Québec. On a travaillé avec beaucoup de bibliothécaires. Puis, la bibliothèque, je pense que c'est un endroit particulièrement intéressant pour un peu faire cette sensibilisation-là. À la fois lié à la protection de la vie privée des utilisateurs, mais aussi comme un lieu qui devrait être, qui est et qui devrait être encore plus un lieu sécuritaire pour rechercher de l'information. Donc, quelque chose qu'on aimerait développer cette année, mais au courant des prochaines années, c'est essayer d'encourager à la fois des établissements universitaires et des bibliothèques à utiliser justement le navigateur Tor, à le mettre un peu dans leur poste par défaut, aussi potentiellement de runner des nœuds de sortie ou des relais. C'est dans le fond, je pense que j'ai mis quelque chose ici. Ah non, oui, c'est ça. Les nœuds, c'est qu'est-ce qui permet en fait au système d'être anonyme et au navigateur un peu de pouvoir, à l'utilisateur de pouvoir naviguer de manière anonyme en ligne. Dans les universités, plus dans les universités que les bibliothèques, mais aussi les bibliothèques souvent, on a accès à des ressources en matière de serveurs, des ressources humaines, des fois un peu plus financières aussi. Donc, on cherche beaucoup à essayer de sensibiliser certaines institutions, à considérer puis à les accompagner si jamais ils veulent
justement runner des nœuds, des relais ou des nœuds de sortie. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur dans un contexte justement de liberté de l'information puis de liberté intellectuelle des utilisateurs. Fait que j'ai été quand même assez brève là-dessus, mais c'est bon, ça nous laisse plus de temps à la discussion. Exactement. Merci d'abord. Merci beaucoup.